Parce qu'avec la crise, on aurait pu s'attendre à ce que l'or dépasse le 2000 $. L'or a progressé beaucoup dernièrement. Par contre, elle n'a pas rempli son mandat. Beaucoup de gens, beaucoup de ténors qui défendent l'or de façon idéologique. Des gens qui disent que l'or va reprendre son rôle d'étalon. J'y crois pas du tout. Mais ces gens-là croyaient que l'or allait retoucher le 2000 $. Or, ça n'a pas été le cas. Salut tout le monde, Bruno Orbital Trading, j'espère que ça va bien. On vous fait une autre vidéo cette semaine en espérant là, capter l'essentiel de ce qui se passe sur les marchés. Il y a beaucoup d'événements qui se bousculent. On voit qu'il y a le déconfinement qui s'installe, des violences sociales, on vous en parlait d'ailleurs il y a plusieurs semaines. Du moins j'en parlais à l'école avec mes étudiants, je leur expliquais que les prochaines semaines risquaient d'être rock'n'roll, parce qu'à un moment donné, il y a une accumulation, les gens ont perdu leur emploi. Aux États-Unis, on est passé d'un statut de 3,6 à plus de 14% de non-emploi. C'est du jamais vu depuis 2010. C'est pire qu'en 2010, en fait, où on avait à peu près 9,4%. Même si les vendeurs de rêves nous disent actuellement que les choses vont s'améliorer, même si les gouvernements font pression sur les banques centrales pour qu'il y ait une éjection massive, même si on supporte beaucoup de secteurs d'activité, dont celui des transports, parce que ça va nulle part. Air Canada, les compagnies américaines qui ont été abandonnées par Buffett récemment, qui a soldé massivement avec perte ce secteur-là. Même si on nous dit que le support étatique va pallier aux problématiques actuelles et qu'on nous dit qu'on vit une récession, mais que normalement, là, avec les moyens qu'on prend, on devrait être bon pour relancer le marché, j'y crois pas du tout. Je vous avais parlé de potentielle violence. Évidemment, on ne pouvait pas prévoir ce qui s'est passé aux États-Unis avec le pauvre type qui s'est fait tabasser. Une police raciste, un pays à problème qui n'a jamais réglé depuis la guerre civile le problème des droits civiques, le problème d'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et on voit là, que tout fout le camp. Mauvaise gestion du point de la part du fédéral. Bon, on a un type comme Trump qui est un gland de service qui ne sait absolument pas où il s'en va et qui attise finalement le feu, l'insatisfaction populaire, parce que vous aurez compris que la marche qui se fait actuellement dans les rues, ça dépasse et de loin l'événement qui s'est produit avec M. Floyd, là, le bonhomme en question. Aussi horrible soit l'assassinat, là, parce que beaucoup de gens ont pu le voir, c'est quelque chose d'épouvantable, bien, il reste qu'il y a une accumulation. Les gens ont une insatisfaction. Les gens sentent qu'il y a une perte de leur pouvoir global dans cette société-ci et on s'y retrouve de moins en moins. Et dès qu'il y a une étincelle, c'est le feu qui s'embrase. Toutes les cités américaines actuellement, que ce soit New York, Los Angeles, Washington, il n'y a pas juste Minneapolis où finalement les gens sont dans la rue, puis en ont marre, puis il commence à y avoir des gens dans la police eux-mêmes qui disent ce qu'ils pensent ouvertement. J'ai jamais vu un président être critiqué de la sorte. Évidemment, à l'époque de George Bush, où les gens étaient très insatisfaits suite à son premier mandat, les critiques commençaient à fuser, mais jamais comme ce qu'on voit avec Trump actuellement, où les gens se permettent de dire ouvertement ce qu'ils pensent. Donc, les gens qui considèrent que le président, c'est une merde absolue, le disent tel quel. Et c'est très correct, c'est ce que je pense moi aussi. Où on s'en va avec tout ça? Assurément pas vers, finalement, mieux-être. Espérons juste qu'on apprenne de tous les derniers événements et qu'il y a des changements de paradigme. On est loin d'être sorti de la crise. Il pourrait y avoir finalement une espèce de retour de la marée. Vous savez qu'en Suède, actuellement, le modèle suédois qui consistait à permettre aux gens de poursuivre leur activité, puis tranquillement, pas vite, de se construire sur le plan de l'immunologie, ça ne semble pas fonctionner parce qu'il y a une recrudescence de la contagion. Donc, le modèle est très critiqué. On parle des États-Unis, on parle de la Suède, du coronavirus qui a touché tous les pays, du Canada qui a des problèmes avec son industrie aéronautique, comme aux États-Unis. On parle des banques centrales qui actuellement injectent massivement.
Panique, 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 c'est ce qui se produit. On pourrait regarder aussi le Brésil. Au Brésil, le président Bolsonaro est vraiment, vraiment hyper critiqué. La droite a perdu un de ses ténors quand que le ministre de la Justice, Moreau, a décollé de son poste suite à une espèce de prise de bec avec le président. Et là aussi, dans ce pays-là, ce leader-là, qui est une espèce de despote, ben, il est de plus en plus isolé et la grogne dans la rue se fait de plus en plus forte. Et c'est ce qu'on voit partout. On voit par exemple dans un pays comme la Chine, qui est loin d'être un pays démocratique, on ne le comparera pas ni aux États-Unis, ni au Canada, ni aux pays européens, mais il reste qu'avec ce qui se produit à Hong Kong, avec cette espèce de retour en force-là de la Chine, du pouvoir chinois, sur finalement le modèle qui prévalait à Hong Kong, ben ça aussi c'est en train de dérailler. Donc tous ces éléments-là, à un moment donné, s'additionnent les uns aux autres, et la somme de toutes ces problématiques-là va dépasser de loin chaque problème pris de façon nominale. C'est pour ça que je crois qu'on s'en va vraiment vers quelque chose qui va dérailler solidement et que pour moi, la récession actuelle n'est pas une récession. En fait, c'est une crise sur le fond qui ne dit pas encore son nom. On est beaucoup plus que dans une simple récession. On va continuer à avoir des index s'affaler. On a vu cette semaine là, que la montée commençait à subir certaines ratées. Les marchés réagissent encore de façon fortement irrationnelle. Il y a une manipulation là-dedans. On le voit massivement avec l'or. On le voit sur certains types de marchés dans certains environnements. Il faut faire attention parce que quand l'élastique va sauter, tout va partir en couille. Donc ça, c'est pour ma présentation globale aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Aux États-Unis, les élections s'en viennent, vous le savez, c'est au mois de novembre. Le peuple américain actuellement est polarisé comme jamais. Si vous allez sur le Pew Center, vous pouvez voir des analyses qui ont été faites depuis les années 70 sur le vote américain en général. Et vous allez voir de quelle façon ça se répartit entre les démocrates et les républicains. Et vous allez voir comment ça travaille tout ça dans les dernières années. Jamais le peuple a été aussi divisé. Et il y a une petite mouvance à un moment donné qui passe d'un statut à l'autre. Des gens qui, à un moment donné, auraient pu supporter Trump, qui vont revenir vers peut-être des candidats plus centristes qui sont chez les démocrates, ou peut-être des gens qui sont chez les démocrates qui vont passer du côté de Trump. Mais actuellement, on commence à voir le pouvoir du leader suprême s'émailler parce qu'il est incompétent. Je vous recommande d'ailleurs la lecture d'un livre que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu tout ce qui se faisait sur Trump jusqu'à présent. Et c'est Very Stable Genius. Et Very Stable Genius. Ça a été écrit par Philip Carroll puis Rocker Leonig. Et apparemment, c'est le livre à lire concernant notre bon ami à la moumoute tendue. Donc, on a fait notre topo. La semaine actuellement débute. Il y a des possibilités sur le marché. Vous savez que le marché soit haussier ou baissier, on s'en fout. L'idée, c'est de trouver notre tal, de trouver ce qui nous intéresse et de le travailler adéquatement. Un marché peut monter ou descendre. Si on est capable de prendre les bonnes positions au bon moment, ça devient avantageux. Quand on trade en intraday, on va chercher des volatilités qui sont intéressantes pour la journée. Je vous conseillerais des volatilités entre 2 et 4 %. C'est quand même très élevé à l'intérieur d'une journée. Il y a des outils de sélection qui vont vous permettre d'aller chercher ce genre de titre-là à l'ouverture des marchés. Vous allez faire un scanning des marchés et vous allez obtenir l'information. Vous allez avoir ça sur Interactive Broker, sur Finviz, et il y a d'autres sites aussi qui vont vous donner l'information. Je vous parlais tout à l'heure de Pew Center. Vous pouvez aller chercher de l'information sur des sites gouvernementaux comme le Statistic Labors aux États-Unis ou le Census. Donc, il y a aussi l'analyse économique, là, le Bureau de l'analyse économique aux États-Unis, qui va vous donner beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe. Parce que comprendre les marchés, ça suppose d'avoir une assez bonne idée fondamentale des fondamentaux pour vraiment là, bien binder toute l'information ensemble.
Si vous avez une information qui est trop parcellaire et que vous faites seulement de l'analyse technique pour vous en sortir, vous allez avoir des difficultés parce que dites-vous que sur les marchés, il y a quand même beaucoup de manipulation. Donc, on a fait le tour de la question. Si vous avez, à un moment donné, des choses qui vous intéressent tout particulièrement, demandez-nous-le. Communiquez avec nous. Vous pouvez appeler à notre école, aller sur notre site. Je peux vous donner un numéro quand même, 514-349-9777. Donc, c'est possible de nous parler directement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur YouTube. N'hésitez pas à nous highlighter ou à vous inscrire sur notre site. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez que l'information est différente, plus directe, parce que notre objectif, c'est de communiquer directement avec vous, de ne pas travailler de façon avec des intermédiaires, vous dire un petit peu les banalités que j'entends un petit peu à gauche, à droite. On n'a pas la vérité infuse, on n'a pas toujours les meilleurs commentaires, on n'aura pas toujours raison. Mais en tout cas, on va toujours travailler avec cette transparence-là pour essayer de faire un bout de chemin avec vous. C'est l'objectif. Donc, on a fini notre présentation sommaire et on va passer à une analyse sur l'or, le Bitcoin, et on va parler encore des marchés un petit peu. Bon, on se retrouve sur un titre qu'on a regardé quand même assez régulièrement les semaines passées. Là. On parle de Bitcoin. Et vous voyez là, que dans les derniers jours, il y a eu un spike-up assez impressionnant de notre crypto préféré. OK? Ça, c'est les dernières heures. Et si on prend les dernières journées, là, dans les dernières journées, en fait, je dis une connerie. Dans les dernières journées, on a travaillé quand même pas mal en range et il y a eu une brisure de ce range-là dans les dernières heures. Et c'était un petit peu ce qu'on prévoyait. Des fois, c'est difficile de prévoir quand les choses vont se produire, même si on doit toujours avoir d'informations sur la tendance, le momentum, les cycles pour éventuellement négocier notre timing. Ben, c'est difficile des fois de savoir quand est-ce que les choses se font. Et là, Bitcoin a fait un mouvement, un baldy move dans les dernières heures. Et on est passé de 9 800 $ à 10 500 à peu près, pas loin de là. Et là, il y a une rétraction, on est rendu à 10 100 $. Et la question est de savoir, est-ce qu'on va rester à ce niveau-là, redescendre un peu, remonter? Ben, je vous dirais que sur le fond, on va remonter, c'est évident. À court terme, on pourrait faire un retest dans cette zone-là ici, entre le point où on est actuellement, qui est à 10 115, et peut-être l'ancienne résistance qu'on voit ici, qui est à peu près à 9 744. Donc, on pourrait venir retester ces niveaux-là, mais il y a des fortes chances par la suite qu'on reprenne une progression. Vous voyez que Bitcoin est actuellement dans cette crise-ci, réagit beaucoup mieux et plus rationnel dans ses mouvements que l'or l'est. Parce qu'avec la crise, on aurait pu s'attendre à ce que l'or dépasse le 2000 $. L'or a progressé beaucoup dernièrement. Par contre, elle n'a pas rempli son mandat. Beaucoup de gens, beaucoup de ténors qui défendent l'or de façon idéologique. Des gens qui disent que l'or va reprendre son rôle d'étalon. J'y crois pas du tout. Mais ces gens-là croyaient que l'or allait retoucher le 2000 $. Or, ça n'a pas été le cas. C'est possible que ça se produise dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je miserais plus sur les cryptos que l'or pour reprendre le rôle d'étalon parce que la crypto est plus adaptée à notre monde. Évidemment, quand on fait des échanges avec les cryptocurrencies, il y a un ledger, OK? Il y a une traçabilité de toutes nos transactions. Il y a une transparence au niveau des marchés. Il y a une liberté d'action aussi. Et ces cryptos-là répondent peut-être plus aux besoins de notre société actuelle parce qu'il y a des cryptos qui ont été créés pour soutenir certaines actions politiques. Et ça, c'est très intéressant. Je pense à Nemetz actuellement, le monsieur qui travaille sur les champignons. C'est un mycologue et son groupe ont fait des belles découvertes de concert avec des chercheurs. Et on se rend compte qu'il y a des produits là-dedans qui sont carrément miracles, des cures contre le cancer, le rajeunissement, ainsi de suite. Et ce bonhomme-là aussi essaie de sauver les abeilles. Et à travers une crypto qu'il est en train de créer, l'argent qui va être mis à l'achat de cette crypto-là va servir finalement au développement
pour cette espèce de niche écologique-là. Donc, les cryptos permettent des choses qui étaient absolument impossibles avec l'or. L'or, c'était quand même quelque chose de très contraignant. Et à l'époque, comme je vous ai déjà dit, ça ne remplissait pas son rôle. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que le niveau à battre, pour moi, à ce niveau-là, OK, quand on va dépasser probablement ce niveau-là de 10 207, si jamais on a des signes avec notre RSI, avec notre MACD, avec notre stochastique, sur 3 time frames différents et qu'il y a une convergence, une confluence si vous aimez mieux, là ça devient intéressant, on pourrait prendre position et on pourrait penser que le prochain rallye va nous amener à un niveau qui va être beaucoup plus intéressant que ce qu'on vit actuellement. Moi je crois que le haut de la wick ici, ce que vous voyez là, toute cette zone-là éventuellement, OK, toute la zone que je viens de définir là, entre cette petite ligne rose-là ici qui constitue le haut du corps de nos chandelles et ici, c'est notre prochaine zone de jeu. On pourrait redescendre, remonter dans cette zone-là. Qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur? De quelle façon le titre va se déployer à l'intérieur de cette zone-là? J'en sais rien, mais éventuellement, soit on perce ici rapidement, soit on effectue quelques contacts avec une résistance, éventuellement peut-être revenir rebondir sur un support. Éventuellement, on va avoir cette espèce de brisure-là qui devrait nous mener un petit peu plus haut. Et le prochain gros spike au niveau du Bitcoin, ben là, pourrait être assez intéressant. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à des niveaux comme peut-être 10 900 $ ou plus. Donc, dans les prochaines semaines, je pense qu'il pourrait y avoir une progression sur le Bitcoin qui pourrait nous faire du, mettons, entre du 5 à 10% assez facilement. On est dans un titre, quand on trade la crypto, le BTC-USD, on comprend bien qu'il y a beaucoup de fluctuations, sans compter qu'aujourd'hui, la devise américaine a été un petit peu percutée là, par tout ce qui se passe. Donc, ça avantage le Bitcoin aussi. Et là, on voit qu'il y a une consolidation, puis qu'on s'en va vers le haut. Et c'est le Bitcoin qui fait le travail de l'or actuellement. Je ne vous dis pas que c'est complètement rationnel, je ne vous dis pas que ce n'est pas contrôlé par l'industrie qui possède massivement des cryptos, des firmes comme Morgan Stanley et compagnie. Faites-vous pas d'idée, ils en ont plein les poches des cryptos. Et ils savent qu'ils ne peuvent plus faire sans. C'est impossible. Donc, c'est l'espèce de perspective que je voulais vous donner sur ce que le Bitcoin pourrait faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc oui, c'est porteur et oui, c'est plus intéressant que l'or. Ceci dit, on vous le dit, on n'a pas la vérité infuse. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. On est là pour vous donner une opinion. Et notre opinion, c'est la nôtre. Si vous ne la partagez pas, c'est tout à fait correct. Et je vous invite à critiquer notre point de vue parce que c'est dans l'échange qu'on progresse, bien évidemment. On va maintenant observer un petit peu ce qui se passe avec l'or. Vous voyez, si on regarde en weekly, là, il y a eu une chute. 2012, là, on avait atteint des sommets avec l'or. Et par la suite, on a atteint là, du 2000 $ ou pas loin. Et puis après ça, on s'est effondré. En 2016, on était pas mal au plus bas. Donc, on est passé, là, pour faire des petits barbeaux sur notre écran, on est passé de ce niveau-ci à ce niveau-ci. Et par la suite, on a recommencé à remonter. Donc ici, on pourrait voir une figure chartiste ici se dessiner. Peut-être un cup and handle ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent la figure. Ce qui supposerait éventuellement qu'on viendrait briser ce niveau-ci. Donc on est très proche. Qu'on referait une espèce de retest et qu'on repartirait à la hausse. J'ai rien contre le scénario de l'or qui monte, sauf que je vous expliquais antérieurement que l'or a été manipulé par des grandes banques. Ces banques-là ont dû payer des fines parce que c'était illégal de manipuler le marché comme ils l'ont fait. Mais pour eux, c'était plus avantageux de payer des frais que de laisser aller le marché et de se désavantager sur une multitude d'autres positions que ces gens-là avaient. Il y a des gens aussi qui militent pour l'or. On pense à un type comme M. Gérald Celente, on parle à un monsieur comme Mike Maloney.
Je dis pas que Celente a des intérêts dans des compagnies d'art. Le monsieur me semble quand même globalement honnête. Du moins, il est très intéressant à écouter. Il est comique, sympathique. Même si je suis pas toujours en accord avec lui. Pour ce qui est d'un monsieur comme monsieur Maloney, ben là, c'est un petit peu différent parce que le monsieur a un bias positif par rapport à l'art puisqu'il en vend lui-même. C'est que c'est difficile de ce temps-là de justifier ses analyses et de rester objectif quand on a les deux pieds dans le ciment. J'y crois pas. Je reste sceptique, je suis un trader, je suis pas un religieux. Quand on me dit que quelque chose est vrai, je me dis peut-être que oui, peut-être que non, si bien faire mon analyse par moi-même. Donc, moi, pour l'art, c'est ce que je vois actuellement. Est-ce que je trouve que l'art est intéressante? Oui, sauf que regardez le prix de l'art ici. Et pour trader l'art, vous le savez, vous allez être obligé de trader l'art avec des contrats futures. Vous allez être obligé de trader l'art par des contrats d'options. Et si vous n'avez pas une bonne notion de... Premièrement, il faut des bons portefeuilles. Et si vous ne maîtrisez pas ni les futures, ni les options, et que vous lancez ce marché-là parce que, par exemple, avec les options, vous pourriez faire des achats et des ventes à moindre coût, avec une possibilité de gain qui est énorme, croyez-moi, le marché va s'organiser pour vous squasher au sol. Point à la ligne. Statistiquement parlant, vous allez vous faire écraser par les roues du tank. Tout simplement. Et ça sera mérité parce que si vous agissez comme des crétins, ça sera normal à ce moment-là que vous implosiez parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut connaître l'environnement dans lequel on fait notre travail. Ça va de soi. Imaginez-vous les types des forces spéciales qui débarqueraient à un endroit où ils n'ont aucune connaissance de la topologie de l'ennemi, ainsi de suite, ça serait un risque fou, ça serait de courir à leur perte. Donc, nous, quand on est sur les marchés, on doit avoir cet éthos-là, cet état d'esprit-là qui nous permet de prévaloir autant que faire ça peut, de gérer les choses rationnellement. Donc, au niveau de l'art, on comprend bien que, oui, il risque d'y avoir une montée, mais à quel prix? Est-ce que ça vaut la peine de trader des marchés, particulièrement des contracts of difference? Vous le savez, ce n'est pas des actions. Un contract of difference, c'est qu'on trade sur un différentiel entre l'or et la devise américaine, puisqu'ici, on est sur le XAUUSD. Les plateformes actuellement de Forex, souvent, sont bidons. Il y a énormément de façon pour le broker de vous court-circuiter parce que le broker, c'est un jeu à l'interne, il contrôle le bid et le ask. Alors que sur un marché régulier, le bid et le ask, ben, ça se construit avec différents intervenants, bien que le market makers ait une vue globale et qui participe au marché autant sur le bid et le ask, même si aussi les grandes banques, maintenant, avec les dark pools, avec les méthodes qu'ils ont pour rentrer au marché, stratégie iceberg et tout, ont plusieurs façons aussi de nous noyer les retail traders. Dans notre cours, on donne beaucoup d'informations aux gens pour identifier qui fait quoi et pourquoi. Que ce soit dans une analyse sur des vagues d'Elliott, que ce soit dans une analyse avec le market profile, que ce soit dans une analyse avec Ichimoku ou avec les bandes de Bollinger, ben on s'intéresse beaucoup à qui fait quoi et pourquoi. Et on regarde aussi ce que les insiders font pour essayer de travailler de concert avec les gros joueurs. Donc, je vous donne mon topo sur l'art. L'art devrait monter, mais, je dis bien mais, quand je l'ignore, et j'ai l'impression que l'art nous promet une mauvaise surprise parce que tout le monde l'attend haussier. Donc, je ne crois pas que le cup and handle se fasse de cette façon-là. J'ai l'impression qu'on va têter d'une façon spectaculaire en range, qu'on pourrait redescendre, et tout le temps qu'on aurait perdu à peut-être faire nos tentatives sur l'art, on aurait pu utiliser ce temps-là à bon escient sur des titres qui vont bouger d'une façon raisonnable et dont les prix sont les plus bas. Vous le savez, les titres les plus intéressants à trader sont les titres du Russell 2000, les petits market cap, parce que dans les petits market cap, c'est là qu'il y a le plus de pouvoir. Et n'oubliez pas que si le marché lag, comme je crois que ça va être le cas, parce qu'on n'est pas dans une dépression, mais plutôt dans une dépression qui dit pas encore son nom, bien, quand les marchés vont lâcher, ça pourrait se faire de façon radicale et vous ne voulez pas être sur des positions qui ont bouffé une grande partie de votre portfolio. Actuellement, vous devez nécessairement vous positionner de façon safe. C'est pas mal ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vous le répète,
Orbital Trading, on donne des cours. On a une formation bientôt qui va se donner sur Zoom aussi, qui est un bootcamp qui dure 2 jours. Si ça vous intéresse, vous allez voir, il y a de l'information mur à mur. C'est blindé et c'est fait pour des gens qui s'y connaissent peu ou un peu ou de façon intermédiaire. Ça va jusqu'aux intermédiaires parce qu'on couvre tous les topics qui vont vous permettre de trader et de ne pas vous enfarger dans vos lacets. Donc, vous nous highlightez si ça vous a plu. On vous remercie de nous suivre. Vous pouvez vous inscrire avec nous. On se revoit très bientôt. Prochaine.